C'était le 26 septembre 1966, s'ouvrait à Paris, rue de Tournon, la première boutique Saint-Laurent-Rive-Gauche. Alors une date incontournable, Yves Saint-Laurent signe la naissance du prêt-à-porter à ce moment-là, mais une date incontournable, non seulement dans l'histoire de la mode. Ce soir, nous allons voir comment, par cet acte, Yves Saint-Laurent dépasse le champ de l'esthétique pour s'inscrire dans le champ social. Alors, pour en mesurer vraiment toute la portée, rappelons un instant le contexte. Septembre 66, c'est 20 mois avant mai 68. Les hommes ont un taux d'activité 2 fois plus fort que celui des femmes, et il n'est pas rare de considérer les femmes dans le monde du travail, je cite les documents de l'époque, comme des facteurs d'instabilité professionnelle dotés d'un rendement faible. Alors, quelques repères pour nous situer à cette époque: le général de Gaulle est président de la République, Pompidou Premier ministre, Malraux et Rue de Valois. À l'Odéon, on joue les Paravents de Jean Genet. Au cinéma, Andy Azemski fait ses premiers pas dans Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Marguerite Duras vient de publier Le Vice-Consul. Dans 2 mois, en novembre, Edmond Charleroux recevra le prix Goncourt pour Oublier Palerme, et André Breton s'éteindra 2 jours plus tard, le 28 septembre. Alors, à quoi ressemblait la France de 1966 et dans quel paysage évoluait la couture, la mode? Merci Sarah Yenta d'abord, bonjour à tous, et merci d'être là. À quoi ressemblait la France? Vous savez que nous sortions à peine de la guerre d'Algérie, qui était officiellement terminée depuis 1962. En effet, le général de Gaulle régnait, et j'ai employé ce verbe à bon escient. En effet, le général de Gaulle régnait, et en effet, frémissaient ici ou là des îlots de liberté. Vous avez cité juste les Paravents de Jean Genet, qui marquèrent un tournant décisif dans l'histoire du théâtre, certes, mais surtout et avant tout, c'est une histoire sociale. Et on verra dans un moment que c'est ce que fut également Saint-Laurent. La France de cette époque était une France qu'on aurait beaucoup de mal à reconnaître aujourd'hui. C'était une... Je ne veux pas dire, ne croyez pas que je veux le dire, que nous vivions sous une dictature, ça serait faux. Je ne veux pas dire non plus, même si le général de Gaulle faisait apporter à l'Élysée tous les jours à 7 heures le journal télévisé qu'on allait diffuser à 8 heures, qu'il y avait un contrôle absolu des libertés. Enfin, les libertés, au pluriel, n'étaient pas au rendez-vous. Il y avait même un ministère de l'information, je crois. C'est bien pour ça qu'on contrôlait le journal télévisé tous les jours. Et on appelle à croire. On appelle à croire qu'il y a 45 ans, à peu près, ce monde, la France, pouvait être si différent de la France que l'on connaît aujourd'hui. Différent à tout point de vue. Je dirais même géographiquement, puisque d'une certaine manière, vous le savez, la France aujourd'hui, oserais-je dire, fait partie de l'Europe. C'est d'abord ce qu'elle est. Vous me direz qu'elle a toujours été dans l'Europe, certes, mais pas dans l'Europe politique. Aujourd'hui, elle fait vraiment partie de l'Europe. Les libertés, il y en a très peu qui ne nous soient pas accordées. Encore, comme ça, quelques points de résistance ici ou là, mais pas beaucoup. Depuis, des pas de géants, étaient faits. Il suffit de parler de l'interruption volontaire de grossesse, qui a été voulue sous Giscard d'Estaing. Il suffit de parler non pas de la dépénalisation de l'homosexualité, parce que ça ne serait pas vrai, même si tout le monde le dit. Il n'y avait pas de pénalisation de l'homosexualité, donc il n'y a pas de dépénalisation, sauf que il y avait une différence entre les hétérosexuels et les homosexuels sur la majorité sexuelle.
qui était de 21 ans pour les uns et de 18 ans pour les autres. C'était une loi de Pétain à laquelle, en effet, François Mitterrand a mis fin. Je peux parler du Pax, je peux parler de tellement de choses nouvelles qui sont arrivées qu'en effet, on aurait peut-être un peu de mal à reconnaître la France de 1966. Mais revenons un peu à notre sujet, encore que ce qu'on a dit avant le prépare tout à fait. Revenons à notre sujet. Qu'est-ce qu'était la France de la mode en 1966? Elle était exactement la même que celle des années précédentes. Faisons un peu d'histoire. La haute couture a été créée à la fin du XIXe siècle par un Anglais qui s'appelait Worth. Et donc cette haute couture a tenu le rang qui était le sien, c'est-à-dire de la création, du luxe et de la représentativité française au plus haut niveau. Elle avait connu son apogée avant la guerre parce que c'était là, à ce moment-là, que toutes, dirais-je, les talents d'artisanat se sont réunis. Ce furent les Arts Déco, ce fut la fameuse exposition de 1937, l'exposition universelle, où on a vu tous les talents français se montrer, y compris d'ailleurs le pavillon de la haute couture de l'époque. Puis suit la guerre, et naturellement, ce métier connu, comme tous les autres, un déclin. Arriva la libération, et la haute couture connut un nouveau départ. Et comme toujours, après les guerres, dans tous les domaines, on assiste à une renaissance. La renaissance de la haute couture a vraiment existé un petit peu après, car il ne fut pas le premier, lorsque Christian Dior ouvrit sa maison en 1947. Et quand Yves Saint Laurent est arrivé dans ce métier, ou plutôt lorsqu'il a ouvert sa propre maison de couture, en 1962, nous étions encore placés sous le règne, et cette fois c'était vraiment aussi un règne, de la haute couture. Et en 1966, tout à coup, apparu, au mois de septembre, comme Sarah Yelda vous l'a dit, paru dans un coup de tonnerre incroyable qui déchira le ciel de la mode, et pour la première fois au monde, une boutique qui s'appelait Yves Saint Laurent Rive Gauche, et je dis bien pour la première fois au monde, car jamais auparavant un couturier n'avait ouvert une boutique de prêt-à-porter à son nom, et surtout ne l'avait pas dépaysé, délocalisé. À l'époque, la maison Yves Saint Laurent était située dans le 16e arrondissement, rue Spontini. Voilà que il ouvre cette boutique rue de Tourneau, au numéro 21, dans le 6e arrondissement. Tout ceci n'est pas anodin. Tout ceci n'est pas anodin parce qu'il s'agissait évidemment de s'adresser à un public différent, nouveau, et de montrer que on pouvait vendre des vêtements griffés d'une marque célèbre, on pouvait les vendre en prêt-à-porter, et on pouvait surtout les vendre infiniment moins cher. En accomplissant cet acte, Saint Laurent a quitté le territoire esthétique
qui était le sien, et qui était celui de la haute couture, et qui est resté encore pour beaucoup, mais on va y revenir, pour pénétrer sur le territoire social. Il s'agit d'une réelle et très grande révolution. Cette révolution a ouvert la porte à tout ce qui s'est passé après dans la mode. Elle a permis à beaucoup d'autres couturiers, pour ne pas dire à tous, d'ouvrir petit à petit, lentement pour certains, des antennes de prêt-à-porter. Il faut que vous compreniez bien, ce qui peut être plus difficile pour certains d'entre vous et surtout parmi les plus jeunes, il faut que vous compreniez bien, alors qu'aujourd'hui, dans quelques villes de France ou du monde un peu importantes, vous alliez, vous voyez se succéder des boutiques qui s'appellent Christian Dior, Chanel, Prada, Gucci, Saint-Laurent, j'en oublie, et des meilleurs. Ça n'existait pas. Nulle part au monde existaient des boutiques de ce genre. Il y avait bien les grands magasins qui faisaient ce qu'on appelait de la confection, et il y avait bien ici ou là des boutiques, mais qui ne portaient pas des noms et ni des marques prestigieuses. Je pense à une boutique où beaucoup de gens allaient, qui est à Saint-Germain-des-Prés, qui s'appelle Marie-Martine, qui a complètement disparu, et personne ne connaît plus aujourd'hui. On peut en citer comme ça, un peu partout, quelques-unes. C'était l'époque aussi des couturières, qui ont elles aussi complètement disparu, ou qui habillaient les femmes qui venaient chez elles, qui leur faisaient 2 ou 3 essayages en ayant gravi 3 ou 4 étages, et ça s'arrêtait là. Donc l'arrivée de Yves Saint-Laurent et la manière dont cela s'est fait a été un bouleversement. La grande force de Saint-Laurent, car je voudrais bien préciser, si Sarah tout à l'heure m'a associé à cette aventure, ce que je revendique entièrement, bien entendu, mais il faut que vous sachiez que cette aventure-là, nous ne la devons à aucun business plan, aucune enquête, aucun sondage dans l'opinion. C'est Saint-Laurent et lui seul qui, un jour, m'a dit « j'en ai marre de cette haute couture et je voudrais faire autre chose ».